Alors, merci à tous d'être là déjà. On a un superbe plateau avec deux auteurs, mais également des membres de la maison d'édition, le Cherche Midi, avec Noël Mémaroglou, qui est donc directrice éditoriale, Delphine Rocher, qui est éditrice, et Benoît André, qui est chargé du développement marketing et commercial, et qui est, on peut le dire, l'un des meilleurs, l'un des meilleurs de sa catégorie, soyons Oh, oui. clairs. Je suis Et pas payé pour évidemment, ça, hein. Et évidemment, Ludovic Manchette et Christian Niemek, merci à tous les deux d'être là pour parler d'Alabama 1963. On va Merci peut-être merci à vous. Alors, je vous en prie. précise que moi, je suis Christian et Ludovic, c'est lui. Voilà. Parfait, parfait. Le renommage, c'est bien fait dans la fenêtre. C'est bien, c'est parfait. Oui, mais Euh, les gens savent peut-être pas forcément qui est qui. Tout à fait. Noël, on va peut-être commencer par vous, peut-être pour présenter la maison, pour évoquer comment vous avez déniché Ludovic et Christian et pourquoi ce choix également. Alors, le Cherche Midi est une assez vieille maison d'édition, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas une maison récente, c'est une maison qui a une tradition qu'on fait perdurer. Et cette tradition, c'est d'être généraliste. Donc, sa particularité, c'est un peu de ne pas avoir de particularité. À ce titre, on publie et de la fiction, c'est-à-dire du roman, et de la non-fiction. Donc la non-fiction, c'est tout ce qui n'est pas du roman. Donc ça peut être du témoignage, du doc, donc des enquêtes. Ça peut être du livre pratique, ça peut être du beau livre. Et puis ça, c'est vraiment la particularité du Cherche Midi. Beaucoup d'ovnis. Parmi les ovnis, je voudrais citer un des livres de Delphine, paru très dernièrement, qui s'appelle La vie professionnelle des poupées russes. Et puis, pour le reste de la production, je vais vous donner des exemples qui relèvent là de notre production actuelle. Donc, on est en pleine période de rentrée littéraire. Notre rentrée littéraire, c'était Jacques Weber, c'était Pierre-Louis Bach, et puis c'était Ludovic et Christian auxquels on va consacrer cette rencontre. En témoignage, on aura là un témoignage assez poignant d'une jeune mannequin iranienne qui est passée un peu des podiums à la rue en France. Quelqu'un qui, par ailleurs, a une très grosse communauté, qui était prise dans finalement une problématique politique, alors qu'elle, elle demandait juste à ne pas se prendre 120 coups de fouet et donc à ne pas risquer la mort. Et puis, parmi les ovnis de fin d'année, je voudrais citer aussi un petit livre qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle La Castafiore, biographie non autorisée de la Castafiore. Et je le mentionne parce que j'ai une amitié toute particulière pour son auteur, que vous connaissez tous, qui s'appelle Albert Algou. Voilà, l'ancien trublion de Canal+, et de France Inter, qui est un tintinophile averti. Donc ça, c'est notre maison d'édition. Donc elle est à la fois très compliquée à décrire parce que dessiner une ligne éditoriale comme ça en 2 secondes se révèle quasiment impossible. Et puis en même temps, tout le monde a un jour ou l'autre lu un livre de la maison parce qu'il y a des grands noms comme Olivier de Kersauzon ou comme Joe Star qui ont su l'illustrer. Voilà, ça c'est la maison. Pour ce qui est de... J'attaque sur Christian et Ludovic. Oui, Noël. Oui. Donc, comme je vous le disais, on était en train de préparer notre rentrée littéraire avec Delphine, ici présente, ici virtuellement présente. Et puis, il y a quasiment 1 an de cela, une amie me transmet un manuscrit. Une amie restauratrice me transmet un manuscrit et me dit, écoute, est-ce que je peux me permettre de te faire lire un manuscrit? Alors, c'est un peu un polar, mais voilà, est-ce que tu veux bien le lire? Bon. Je prends le manuscrit, je me dis, ah, flûte, parce que le polar français, on n'en fait plus trop dans la maison. Et puis, c'est une période qui doit être assez mouvementée. Je dois avouer, honte sur moi, que je traîne un petit peu à lire le texte. Et quand je finis par m'y mettre, en fait, je le lis d'une bouchée, si je puis dire. Je me dis, tiens, c'est marrant parce que ce n'est pas que du polar.
mais c'est vraiment le page-turner dont beaucoup d'éditeurs rêvent, avec un travail très léger, un travail éditorial très léger à effectuer, alors que ça, c'est des petits secrets de l'édition. Je vous assure que souvent, on reçoit des textes qui demandent des mois et beaucoup d'énergie et de travail. Et puis, on se rencontre avec Ludovic et Christian. Avec Delphine, on se pose la question, tiens, quel serait le bon moment pour faire sortir ce texte, pour faire paraître ce texte. Et moi, je me dis, quasi immédiatement, je me dis, faisons un truc rigolo. C'est un premier roman, c'est quelque part un polar, c'est un texte français dont on pourrait se dire est américain, mettons-le en rentrée littéraire, c'est-à-dire pile ce qu'il ne faut pas faire. Si vous essayez de dessiner le portrait robot d'un roman ou d'un texte de rentrée littéraire, vous allez avoir exactement l'opposé. Et on s'est dit, faisons ça. On a vraiment beaucoup fait confiance à Ludovic et à Christian parce que je crois qu'ils savent, intuitivement, je ne sais pas, mais ce qu'ils font, donc sur la couverture, tout ça, c'est vraiment leur patte, c'est vraiment eux. Et j'ai envie de dire, on les a essentiellement soutenus, suivis. Ce qui fait aussi partie du travail d'un éditeur. Et puis, cette audace que l'on a eue, et que l'on a eu, quand je dis on, c'est vraiment la totalité de l'équipe. Et merci Anto d'ailleurs de nous permettre d'intervenir en groupe et de donner cette visibilité à la maison et à l'équipe complète. Cette audace, elle a été payante parce qu'au sein de notre rentrée littéraire, finalement, ce ne sont pas les auteurs les plus confirmés et les plus connus qui percent, mais nos deux primo-romanciers, nos deux jeunes là, qui sont en train de se distinguer. Et les retours que l'on a eus, tout d'abord des libraires, et puis des réseaux sociaux, finalement, pour le résumer, mais Benoît aura sans doute plaisir là-dessus, c'est grande bouffée d'air frais dans cette rentrée littéraire qui est quand même tout en autofiction. Et voilà. C'est vrai que c'est surprenant ce choix et en même temps, c'est totalement génial au sens littéral du terme. Comment est venue cette idée totalement absurde, entre guillemets, de publier un thriller en pleine rentrée littéraire? Ça a été un choix d'équipe, certes, mais entre guillemets, est-ce qu'on l'a déjà vu? J'ai pas souvenir d'une rentrée littéraire où un thriller avait fait, entre guillemets, autant parler de lui. Alors, je dirais que ce n'est pas un choix d'équipe, c'est mon choix, c'est une provocation de ma part. Mais à partir du moment où j'en ai parlé à l'équipe, c'est-à-dire dans les 2 secondes 30, la totalité de l'équipe a dit « ouais, on va faire ça ». Parce que, et c'est le propre de cette équipe, c'est une équipe qui est jeune aussi, c'est d'avoir plutôt envie de faire des choses un peu folles, d'être dans l'audace, dans la créativité, que d'être dans les codes. Je crois que c'est lié un peu à notre maison, c'est-à-dire que nous, on a la prétention de faire de la littérature grand public, c'est-à-dire on se pince le nez sur rien du tout et on a un véritable amour dans la maison de la littérature grand public et on n'a pas un temple ou un panthéon à protéger. C'est pas Gallimard, les éditions du Cherche-Midi. Et pour rien au monde, on a envie d'être Gallimard. Je pense que ceci, ça nous donne finalement parfois plus de force. Voilà. C'est comme quand on est plus léger. Voilà. On voyage plus léger parce que on prend aussi des décisions très rapidement et entre nous. Et je crois qu'on sait dans l'équipe, c'est vraiment une question d'équipe, je crois. C'est-à-dire que je crois qu'on sait dans l'équipe se faire confiance les uns les autres. Et puis faire confiance à nos auteurs. Et c'est pour ça que c'est un peu notre culture, en tout cas récente. Moi, ça fait que 2 ans et demi que j'ai rejoint cette équipe. C'est aussi à certains moments d'écouter les auteurs sur la couverture. Ça a absolument été le cas là. Peut-être que Ludovic et Christine nous donneront les secrets de fabrication de cette couverture. On ne sait pas. Benoît et Delphine, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez. On essaie de faire allumer les lumières, mais c'est bon.
Détecteur de Ouais, mouvement. je disais Delphine et Benoît, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez, hein. Voilà, ne fermez pas les micros et voilà. On va peut-être, Ludovic et Christian, vous présenter tour à tour. Comment en êtes-vous venus à créer ce premier roman déjà à quatre mains? Est-ce que l'un et l'autre avaient eu envie à un moment donné d'écrire un roman personnel, ou est-ce que l'évidence d'écrire à quatre mains était déjà là? Et on sait que vous avez un parcours de traducteur en série télé notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça, de votre parcours tout simplement? Alors, alors moi, ça fait donc 20 ans que je travaille en adaptation de séries et maintenant plutôt de films. Alors, l'idée d'écrire un livre, oui, ça m'a toujours intéressé, mais bizarrement, je n'avais pas envie de le faire tout seul. Ça ne m'intéressait pas d'écrire tout seul. Sauf qu'on m'avait toujours dit que l'écriture de romans en particulier, c'était un travail compliqué et solitaire. Et comme je ne suis pas quelqu'un de forcément solitaire, je n'avais pas envie de m'enfermer seul et de souffrir devant une page blanche. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble avec Ludovic en traduction, Il y a 13 ans. il y a 13 ans, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait très très bien en binôme et que c'était très facile d'écrire ensemble. Et voilà, et petit à petit, en fait, l'idée nous est venue d'écrire un roman parce qu'on en avait eu envie chacun de notre côté et que du coup, il y a eu une motivation, une émulation qui s'est créée entre nous. C'est vrai qu'on n'est pas dans le trip d'écrire dans la douleur, c'est pas du tout notre truc. Il faut que ce soit quelque chose de joyeux, en fait. Sinon, pour nous, ça vaut pas le coup. Tu veux ajouter quelque chose? Non, et puis on avait aussi cette habitude de travailler ensemble en traduction depuis 13 ans. Donc la mécanique, elle est parfaitement rodée et on est toujours d'accord sur la phrase qu'il faut mettre, donc que ce soit en traduction ou en écriture originale. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'ego, des choses. C'est pas évident d'écrire à deux, enfin il paraît, parce que. Alors moi, j'ai essayé de travailler avec quelqu'un, avec différentes personnes sur des adaptations et ça se terminait toujours très mal parce qu'il y a aussi forcément, en tout cas avec certaines personnes, des questions d'ego ou quand voilà, quelqu'un tient absolument à cette phrase, voilà, non, celle-là, elle est géniale, on n'y touche pas, c'est ça, et il n'y a pas à discuter. Donc, il n'y a pas du tout ça entre Ludovic et moi. C'est-à-dire peut-être que l'on peut préciser quelque chose parce que les participants là ne sont peut-être pas au courant de la manière dont ça se passe quand on écrit à quatre mains. C'est-à-dire que souvent, un ouvrage écrit à quatre mains, un certain nombre de chapitres sont confiés à un auteur, où il y a une répartition entre les auteurs, c'est un chapitre sur deux. Et puis, celui qui n'a pas écrit le premier jet relit, on s'échange les chapitres, etc. Et ça, c'est vraiment une particularité. Et moi, c'est la première fois que je rencontre des auteurs qui travaillent comme ça. Et j'aimerais bien que vous faire réagir là-dessus. C'est-à-dire que vous écrivez tout en commun. Oui. Et d'ailleurs, chaque phrase. Chaque phrase. Chaque phrase est vraie. L'un commence la phrase et l'autre finit, même dans la vraie vie. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, quand on travaille, oui, effectivement, j'aurais dû préciser que ce n'était pas du tout chacun un chapitre, c'est que chaque phrase est écrite ensemble. Alors, on travaille avec un plan. Donc, c'est-à-dire que quand on a une scène à écrire, on sait exactement ce qui va se passer dans cette scène. Donc, on sait ce qu'on veut dire. Et on est tous les deux devant l'écran. Et il y en a un qui commence, qui dit une phrase, et puis l'autre rebondit, et on discute toute la journée, et puis ça avance comme ça, tout seul, entre guillemets. Parce que voilà, on rebondit l'un sur l'autre, on fonctionne en escalier, dès que un a une idée, l'autre essaye de creuser, ou de préciser, ou d'affiner, et on sait exactement quand on a trouvé la phrase qui nous convient tous les deux. L'intérêt aussi, c'est qu'on essaie de se faire réagir. S'il y a quelque chose de drôle, forcément, j'essaie de voilà, s'il rit, je vois tout de suite que ça marche. Ou s'il y a quelque chose une phrase choquante, voilà, c'est la même chose. On est à la fois acteur et spectateur de l'autre,
de sa proposition. Donc, on part du principe que si ça fonctionne avec nous, il y a de fortes chances que ça fonctionne sur d'autres personnes. Et donc, comme ça, on avance, phrase après phrase et chapitre après chapitre. Mais il y a quelqu'un qui demande, il y a quelqu'un, Christian, qui dit ça doit être super long du coup. Est-ce que vous pouvez dire combien de temps vous avez mis pour écrire ce texte? Je ne parle pas du retard. On travaillait à côté. Hein, on travaillait à côté et on travaillait beaucoup à côté. Donc, au départ, en fait, c'est difficile de vraiment donner une durée parce qu'au départ, on a travaillé vraiment sur l'architecture. Donc, créer les personnages et le plan, tout ce qui allait se passer. De A à Z, on savait vraiment chapitre par chapitre ce qui allait se passer. Et ça nous a pris 2 ans pour ce plan. Ouais. Et du coup, bah, après, quand on a commencé l'écriture, en tout, ça s'est étalé aussi encore sur 2 ans parce qu'on travaillait beaucoup à côté. Donc, il nous arrivait de ne pas travailler sur le roman pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, voilà la raison pour laquelle plus personne n'écrit à 4 mains. C'est que cela demande un travail monumental et encore plus sans faire un chapitre chacun, tout simplement. Plus personne n'écrit à 4 mains et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on voit bien que dans votre écriture, vous êtes totalement fusionnel et que ça a un côté totalement inédit dans ce qu'on lit tous les jours. Donc, bravo à vous parce que… Merci. Merci, oui. On espère que vous continuerez parce que c'est peut-être une aventure qui ne fait que débuter. Ah oui, je pense qu'on va continuer. Donc là, on va mettre un petit peu de côté le doublage pour justement se consacrer un peu plus à l'écriture du 2e roman. Donc ça devrait être un peu plus rapide à écrire parce que j'ai vu passer un petit mot de quelqu'un qui disait que ça devait être très très long à faire. Pas tant que ça, parce que maintenant on se connaît bien et en fait on arrive très très vite. Il suffit de vraiment quelques échanges pour arriver à la phrase qui nous convient. Donc je ne pense pas maintenant que ce soit particulièrement long. Je ne pense pas qu'on écrive plus lentement que quelqu'un qui est tout seul face à son écran d'ordinateur. Mais oui, Béa. donc en gros, ça s'est étalé sur 4 ans. Béa. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et merci d'avoir répondu présent à l'invitation d'Anthony. On est toujours ravis d'assister à ces rencontres, surtout quand on est en province. Ça, c'est chouette. Moi, j'avais une question concernant le sujet de votre roman. Il est assez clair avec le titre, bien sûr, mais j'aurais voulu connaître la genèse, en fait, de qui est venue l'idée. Est-ce qu'elle est venue de vous deux en même temps, vu que vous avez l'air très fusionnel, ou de l'un des deux? Est-ce qu'elle trotte dans votre tête depuis longtemps? Voilà, comment ce choix s'est opéré? Pourquoi ce sujet-là? Merci. L'idée de base, c'était de créer un duo atypique. Ça, c'est quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. C'est un truc qui nous émeut tous les deux, même quand on croise des gens, un petit gros avec un grand sec ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui nous plaît beaucoup là-dedans, quoi. Des gens qui ne sont pas faits a priori pour être amis et qui sont amis malgré tout. Alors, peut-être parce que nous aussi, on est un duo assez atypique. On n'a pas le même âge. A priori, j'avais aucune raison de sympathiser avec quelqu'un qui a quasiment 20 ans de moins que moi. On n'a pas du tout la même culture. Donc, a priori, voilà, on n'avait aucune raison de devenir amis et de travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est très amusant pour nous de voir des gens qui, comme ça, n'ont rien à voir à faire ensemble et qui, en fait, s'entendent très bien. Et puis, c'est beau, quoi. Et donc, l'idée, c'est du coup de créer Il fallait qu'il y ait un contexte qui gêne cette amitié, quoi, et qu'il y ait du conflit de fait, voilà. Et forcément, on a pensé à la ségrégation. On voulait aussi une amitié homme-femme parce que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été traité. Ça dérape toujours vers une histoire d'amour et nous, on voulait que ce soit vraiment une histoire d'amitié homme-femme. Et dès qu'on a trouvé l'idée d'une femme noire et d'un homme blanc,
voilà, c'était parti. Bah, les choses, voilà, c'est venu tout seul. Donc la ségrégation, Donc forcément, donc forcément l'Alabama, les États-Unis, donc un État particulièrement ségrégationniste, et donc l'année s'est imposée aussi, puisqu'en 1963, c'est là qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses pour la lutte et les scientifiques. Donc en fait, voilà, ça a été un enchaînement de choses qui nous intéressaient, qui ont fait qu'on est très très vite arrivé à cette idée. et alors vous dire qui a eu quelle idée, ça, aucune idée. Non, c'est compliqué. On ne veut pas Mais savoir. au niveau de l'écriture, hein, au niveau des idées, très vite, on ne sait plus du tout qui a commencé à creuser une idée particulière. C'est impossible, même nous, à démêler. Alors, avant de passer la parole à Amandine, beaucoup de monde ici a lu le livre, mais j'imagine que certains ou certaines ne l'ont pas encore lu. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par le pitch du livre, sans en dévoiler, bien entendu, l'intrigue totalement, mais je pense que le début est assez sommaire. En fait, ça commence il y a des petites filles noires qui disparaissent et les parents vont au commissariat pour signaler la disparition de leur fille et ils se rendent bien compte que la police n'est pas du tout ni émue, ni intéressée, n'a pas du tout l'intention de faire une enquête parce que pour eux, la disparition du fillette noire, ça ne rentre pas du tout dans leur intérêt. Dans les priorités. Dans les priorités. Et comme il y a d'autres enfants qui disparaissent, il y a les parents d'une des petites disparues qui décident de faire appel à un détective privé qui est un type assez antipathique, alcoolique, qui n'aime pas non plus particulièrement les Noirs parce que c'est un blanc qui a vécu en Alabama et qui a des a priori. Et il va se retrouver. Il accepte cette enquête. Oui, il accepte l'enquête, mais pour l'argent, hein, pas du tout par grandeur d'âme. Et en fait, ses amis, il y a un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve avec une femme de ménage noire. Et voilà. Et à un moment, il va réaliser que la communauté noire est quand même assez hostile à son enquête et il décide d'amener avec lui sa femme de ménage de façon à ce qu'elle lui permette d'ouvrir les portes de la communauté noire. Et je n'en dirai pas plus. C'était parfait, on s'est arrêté au parfait moment. Amandine, c'est à toi. Bonsoir, merci pour votre présence. J'avais une question. Vous avez dit que vous avez travaillé dans la traduction pendant très longtemps. Est-ce que ça vous a inspiré, ce que vous avez pu traduire, ou quelles sont vos influences littéraires pour écrire ce roman? Alors, déjà, c'est vrai qu'on aime bien la littérature américaine et je crois que tous les deux, les classiques, oui. Moi, gamin, ce qui me plaisait, et en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé chez Ludovic, Mark Twain. Donc, je pense que voilà, ces histoires de Huckleberry Finn, et c'est quelque chose qui me plaisait. Après, Influence, non, parce qu'on adore Steinbeck, on adore. Alors, moi, j'adore aussi les écrivains russes. Il n'y a pas particulièrement d'influence d'écrivains russes dans ce qu'on a fait. En plus, alors, peut-être, tout le monde nous dit, tout le monde nous dit qu'on a une écriture très visuelle. Alors, j'imagine qu'effectivement, le fait d'avoir travaillé pendant des années et de travailler toujours sur des films a dû influencer notre écriture. Mais j'aurais du mal à expliquer en quoi, parce que c'est quelque chose qui nous est tellement naturel. En tout cas, ça n'a pas été délibéré. On ne s'est pas dit, tiens, on va écrire comme un film. Ça n'a pas du tout été dans une volonté de notre part. Est-ce que le fait d'écrire à quatre mains vous a permis, c'est une question de Narcisse, vous a permis d'agrémenter, entre guillemets, le décor visuel, les couleurs, les odeurs? Est-ce que c'est le fait d'être à deux est une sorte d'exhausteur de
de mots et de… Bah, j'imagine que oui, il y a deux cerveaux, donc forcément, il y a un moment où c'est peut-être… Oui, il y en a un qui pense à un truc, l'autre pense… c'est ce que je disais tout à l'heure, on rebondit là, sur l'idée de l'autre. Donc forcément, Rebondir tout seul, c'est plus compliqué. voilà, on va forcément peut-être un petit peu plus loin et peut-être même un petit peu plus vite parce qu'on est deux. Mais Alex, comme On n'a aucun moyen de comparer avec ce que peuvent vivre les auteurs qui sont seuls, puisqu'on a, pour le coup, on n'a jamais écrit seul. et logiquement, le deuxième cerveau de l'affaire est souvent l'éditeur, j'imagine, et voilà, le romancier dialogue davantage avec l'éditeur qu'avec son co-auteur. Oui, c'est Alexandre. possible que les discussions, qu'on a eu des discussions qui ont fait que, entre Ludovic et moi, on aurait eu sinon avec Delphine Rocher. Mais comme on avait déjà réglé les choses entre nous, ça a peut-être été plus simple pour Delphine. Il faudra lui demander. Delphine, justement. Est-ce que ça a été plus simple? Non, en tout cas, ça a été très fluide. C'est vrai que le travail aussi s'est fait comme si vous étiez qu'une seule et même personne. Quand moi, ensuite, je suis intervenue davantage aussi sur les répétitions, sur quelques toutes petites choses un peu à remanier, sur la fin notamment, où on avait, Noël et moi, on s'était dit qu'on aurait aimé que ce soit un tout petit peu plus lent. C'était vraiment minime finalement ce travail-là. Et quand moi j'ai fait ces quelques suggestions à Ludovic et à Christian, ils m'ont répondu d'une seule voix. En fait, c'était ce qui était intéressant aussi. En réalité, c'est comme si j'avais un seul et même auteur, alors qu'ils étaient deux. Et puis après, la discussion s'est faite très naturellement et de manière très fluide. C'était aussi ce qui était intéressant avec eux. Alexandra? Oui, bonsoir à tous. Ravie d'être parmi vous et merci Anthony pour cette rencontre. J'avais une question. Donc, on a bien compris que vous avez beaucoup travaillé donc, dans le cinéma, dans les séries avec des adaptations, des dialogues, etc. Est-ce que vous espérez le chemin inverse pour votre roman? Est-ce qu'un jour, peut-être, une adaptation, enfin, ça s'y prêterait tellement bien, même la couverture, l'affiche est toute prête. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, que vous aimeriez? Je ne sais pas. Bah, je pense que la plupart des auteurs ont envie de voir les images de leur roman. Ça me semble naturel. Alors oui, bien sûr qu'on aimerait beaucoup que ça se fasse. Après, on ne l'a pas écrit comme c'était pas un scénario déguisé ou un truc pour arriver à faire un film un jour. Si ça se fait, tant mieux. C'est sûr que ce serait vraiment une bonne chose. Et puis vraiment, pour le coup, tout le monde nous dit ça ferait un film. En fait, je ne sais pas si ce n'est pas les lecteurs qui nous ont plutôt mis cette idée dans la tête. Ils nous bourrent le moule. Tout le monde nous dit, tous les gens qui l'ont lu nous ont dit c'est super, c'est très visuel, ça ferait vraiment un bon film. On connaît des gens qui nous ont même dit bah, moi je voyais tel acteur. Il y a des gens qui se sont fait leur casting déjà. Donc ouais, je pense qu'effectivement, ce sont les lecteurs qui nous ont vraiment instillé cette idée et qui enfoncent le clou. Mais oui, évidemment, bien sûr que ça nous ferait plaisir. Maintenant, advienne que pourra. Et évidemment, vu qu'il sera sûrement adapté aux États-Unis, vous serez forcément les deux traducteurs des personnages principaux. J'espère bien. Non, enfin, pour la VF, peut-être pour la version française alors, mais pour la version anglaise, non, il faudra des scénaristes originaux américains, mais on n'en est pas encore là. Je parlais évidemment de la VF. On verra, chaque chose en son temps. Ok. Célina, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais savoir s'il y avait d'autres périodes historiques qui vous tenaient à cœur et si vous avez l'intention d'aborder d'autres périodes historiques dans de futurs romans. Alors, il y a une chose
évidente, c'est qu'on n'a pas envie d'écrire quelque chose de contemporain. On a essayé. On avait commencé un deuxième roman avant d'avoir trouvé même un éditeur. Et il y avait, voilà, c'était à cheval entre, il y avait plusieurs histoires qui se mélangeaient à des époques différentes. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait, c'était les époques différentes. Tout ce qui touchait à aujourd'hui ne nous intéressait pas du tout. Ça nous fait pas rêver du tout. Donc, en fait, on a réglé le problème de la difficulté du deuxième roman et on a laissé celui-là de côté et on s'est plutôt plongé dans le troisième. Donc là, on est en fait en train de travailler sur un autre qui n'est pas contemporain parce que oui, c'est quelque chose qui nous attire davantage. D'accord, merci. Je vous en prie. Mallory? Alors, il faut activer ton micro. Oui. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. On parlait d'une éventuelle affiche de film et moi, je voulais parler de la couverture du livre parce que je la trouve effectivement extrêmement percutante. Comment vous l'avez construite? Comment vous l'avez rapidement imaginée? Voilà. On savait exactement ce qu'on voulait. Ouais, et c'est drôle parce qu'on n'en avait pas forcément parlé et à un moment, on s'était dit, comme on ne trouvait pas d'éditeur, on s'est dit qu'on voulait continuer à travailler sur le livre. On s'est dit, on va imaginer une couverture. Et là, franchement, encore, on s'est rendu compte qu'on avait exactement la même image dans la tête. Donc on a fait réaliser l'image et en vraiment étant très tatillon sur les détails pour avoir exactement tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on avait imaginé. On est dans une sphère à la limite du chamanisme au niveau de votre relation. Hein. Vous êtes vraiment connectés totalement. Ouais, mais on a même envie de manger les mêmes choses au même moment. Donc ça commence à faire peur. Oui, des fois, on se fait peur. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas d'explication non plus. Hein. Mais alors, je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question sur la couverture? Après, savoir pourquoi on imaginait tous les deux ces deux personnages sur une route, j'imagine parce qu'elles font un bout de chemin ensemble et que voilà, elles sont amenées à être ensemble. Le Pont Rouge aussi, c'était une façon évidemment, tout de suite, c'est les États-Unis. Et puis le rouge, forcément, on se disait, ça attire l'œil. Donc, c'est tout bête, mais pour une couverture, on a essayé. On a essayé. Le premier pont ne marchait pas du tout parce qu'il était en tôle, en bois, je ne sais plus. Mais, en tôle. Donc, c'était terne. Mais dès le début, on voulait un pont rouge. Les deux personnages. Voilà. Et puis voilà. Et parce qu'en fait, c'est vrai qu'il est extrêmement américain, qui renvoie aussi à pas mal de références cinématographiques américaines assez emblématiques. Donc, oui, mais je pense qu'on est comme tout le monde. Hein, on est sensible à ces images-là qui sont dans notre inconscient. Et c'est vrai que chacun y voit. On nous a parlé sur la route de Madison. D'autres gens nous ont parlé des livres de Stephen King où il y a souvent un pont, des ponts couverts. Et franchement, on nous a parlé de Beetlejuice, on nous a parlé aussi, de Tom Sawyer aussi où il y a un pont couvert. Donc chacun y voit un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que tout le monde part avec un a priori positif parce que sur la route de Madison, tout le monde a adoré ce film a priori. Stephen King aussi, les gens qui nous en ont parlé adorent Stephen King, donc nous, ça nous va. Hein. Oui, effectivement, la plupart des gens qui regardent la couverture, ça les renvoie à quelque chose qu'ils ont aimé. Donc, tant mieux, tant mieux. Est-ce que Benoît, tu veux intervenir sur ton ressenti sur le livre? Je sais que ça a été un coup de cœur aussi pour toi. En fait, ce que je chouette à souligner, et il parle depuis tout à l'heure en effet du travail qu'ils ont eu tous les deux sur ce livre, mais c'est de se rendre compte de la richesse dont déjà on l'entend sur 4 ans de travail, mais en effet on le voit dans ce livre et c'est pas qu'un page turner, il y a quand même un travail énorme et ça je l'ai constaté à ma lecture et encore plus aussi en côtoyant Christian et Ludovic.
beaucoup de références. On voit que en fait, même le travail en amont, le squelette du livre a été extrêmement bien pensé et ficelé. Et ce que j'ai trouvé super dans l'histoire, et ça va dans le sens de ce que je dis, c'est que voilà, quelque chose qui est présent au début, on le retrouve à la fin. Enfin, tout est vraiment millimétré, et j'ai rarement lu un livre aussi bien construit. Et ça, c'est en parlant après avec les auteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros boulot là-dessus. Ils étaient contents qu'on le souligne d'ailleurs, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps sur le squelette. Merci. Oui, merci. C'est vrai qu'on a tenu à ce qu'on ouvre pas mal de pistes, et on a vraiment cherché à fermer toutes les pistes qu'on avait lancées. Et à ne rien dire qui ne servent à rien. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. On ne voulait pas, on voulait pas qu'il y ait des choses qui ne servent à rien, des chapitres qui ne servent à rien, et que les dialogues soient du bavardage. On tenait à ce que tout ce qui soit dit soit important et soit précis. Fasse avancer l'intrigue ou nous apprenne quelque chose sur les personnages. Voilà, et plutôt, on nous dit aussi qu'il y a beaucoup de dialogues, mais c'est parce qu'en fait, on fait passer des indications dans les dialogues plutôt que par un narrateur. Et plutôt que d'avoir un narrateur qui nous explique ce qui se passe, on a préféré que ce soit nos personnages qui disent ce qui se passe et ce qu'ils ressentent et ce qui se passe. Et que les gens, en fait, soient témoins de cette conversation, voilà, et de l'action. Voilà. Et ça permet pour nous, aux lecteurs, d'être aussi un peu plus actifs que s'il y avait un narrateur qui expliquait tout ça. Effectivement, en étant témoin de l'action, le lecteur est un peu plus impliqué. Mais après, c'est notre vision à nous, hein. C'est quelque chose de très personnel. C'était une façon aussi de faire en sorte que si on avait utilisé un narrateur, on aurait un peu expliqué aux gens ce qu'il fallait penser. En plus, quand on aborde le racisme, etc., bon, c'est un peu... On ne voulait pas faire des leçons de morale, une explication de texte. Et là, du coup, les personnages disent ce qu'ils ont à dire, et le lecteur assiste à ces conversations et en tire les conclusions lui-même. Voilà, lui-même. On n'est pas là pour donner des... Ouais, on ne voulait pas qu'il y ait, c'est ça, de leçons de morale ou d'explications de texte. Justement, je rebondis parfaitement sur ça, sur la fameuse polémique Agatha Christie et le changement de nom. Dans votre roman, vous mettez en exergue voilà, le mot nègre et la négritude. Est-ce que vous avez eu une sorte de crainte par rapport à cela ? Est-ce qu'au contraire, ça a coulé de source ? Vous étiez dans une époque qui était 1963 où le mot nègre n'était pas du tout connoté comme aujourd'hui. Comment ça s'est passé par rapport à ça ? Très honnêtement, on s'est demandé si on ne s'était pas tiré une balle dans le pied. Quand on ne trouvait pas d'éditeur, ouais, on s'est dit, on a peut-être écrit un bouquin qui... Ouais, l'époque est tellement politiquement correcte. On s'est dit, est-ce qu'on a le droit de dire ça, même si c'est pour le dénoncer ? On fait parler des racistes, forcément. On est obligé d'y aller franco pour faire comprendre l'horreur de la situation et l'horreur du discours. On est bien obligé d'utiliser leur vocabulaire. Mais il y a des fois, très honnêtement, quand on s'est relu, il y a des moments où on s'est dit, mais comment on a pu écrire un truc pareil, quoi. On a réussi à se choquer nous-mêmes. Mais il faut dire aussi qu'on s'était dit que si on trouvait un éditeur, forcément, il allait censurer. Ouais. Donc on s'est dit, on va bien y aller, comme ça, s'il en enlève, il en restera encore. Sauf que l'éditeur n'a rien coupé du tout. D'ailleurs, merci le Cherche Midi, parce que franchement, chapeau, quoi. Ouais, ça c'était un petit secret. Donc oui, maintenant, vous savez, on s'attendait à ce que vous nous censuriez. Et du tout. Donc très bien. Mais effectivement, quand on a relu les dernières épreuves, il y a des passages où c'est vrai qu'on s'est dit waouh, on n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Et d'un autre côté, il fallait effectivement remettre les choses dans leur contexte. Comme ça. Et c'était comme ça que ça se passait. Donc il fallait y aller, quoi. Mais on s'est vraiment posé la question. On s'est posé la question sur plein de choses parce que maintenant ça a l'air
ça a l'air évident, puisqu'il y a plein de gens, tout le monde, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils adorent le livre, mais on a fait un polar qui n'est pas un polar. Un bouquin américain, écrit par des Français. On s'est dit, les gens qui veulent lire un livre américain, ils vont acheter un livre d'un auteur américain. Donc, il y a des tas de choses qui passent maintenant. Un livre où il y a de l'humour, alors qu'il est question de ségrégation et de meurtre de petites filles. On s'est dit aussi, est-ce que c'est pas pour ça que les éditeurs se jettent pas dessus? Parce qu'effectivement, oser mettre des moments de rigolade dans un livre qui parle quand même de quelque chose de lourd. Voilà, donc on a fait un mélange des genres et on n'était pas du tout sûr de ce que ça allait donner. Merci pour cette sincérité à tous les deux, parce que ce n'est pas un sujet évident. Je ne sais pas si Noël ou Delphine Benoît veulent intervenir sur cela, sinon on passe la parole. Sur le fond, je pense que Christian et Ludovic, qui avaient un petit peu peur de la censure de l'éditeur, bon, il y a des questions, on ne va pas rentrer dans les secrets de fabrique de l'édition, mais les questions juridiques, elles se posent assez peu sur le roman. C'est-à-dire qu'il est assez rare, sauf plagiat, mais il est assez rare qu'un éditeur ait des soucis juridiques sur du roman. Ça, c'est une chose. Ensuite, qu'un éditeur se permette de censurer un auteur sur l'expression des personnages. Là, on rentre dans une question qui est celle du travail éditorial et sur le style. Non, on aurait pu le faire si on avait trouvé que c'était répétitif, si on avait trouvé que ce n'était pas opportun, si on avait trouvé que ce n'était pas cohérent. Mais ça, c'est des questions qui se posent pas seulement sur des sujets un peu délicats, touchy, on va dire, comme celui de la ségrégation, quoi. Puis, je voudrais dire autre chose aussi, c'est que quand on se lance dans cette aventure avec Christian et Ludovic, on n'est pas du tout dans le contexte actuel, Black Lives Matter, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on est, et ça n'aurait rien changé, que les choses soient claires. Au contraire, c'est-à-dire que là, des éditeurs qui vont être opportunistes et aller chercher des sujets parce que liés à l'actualité, moi, ça ne me plaît pas du tout. Je pense que Delphine est complètement d'accord. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si on flash sur ce texte et si on les suit et si on leur fait confiance, c'est parce que c'est, comme le dit Benoît, un texte qui est hyper bien gaulé quand même. Rarement on a des textes aussi profondément construits. C'est parce que toutes les personnes qui lisent se laissent entraîner. C'est parce que voilà, l'histoire est super. C'est parce que effectivement, c'est pas seulement un polar. Il y a des gens qui ont cru que c'était qu'un polar, mais c'est parce qu'on voulait les égarer. C'est pas du tout, au fond, ce livre n'est pas du tout un polar. D'ailleurs, c'est marqué sur la couverture, c'est un roman et non pas un thriller. Oui. Et puis, j'ai vu passer une question, quelqu'un qui demandait si Ludovic était de la famille de Qui l'on sait. Donc, je vois qu'il y a sans doute des amateurs de polar. Je n'ai pas vu passer la question, mais non, la réponse est... Bon, pour vraiment les connaisseurs du genre, ils verront que ce n'est pas de ça dont il s'agit, quoi. Donc non, on n'a pas censuré nos auteurs, ça c'est sûr et certain. Et on aurait pu, si on avait coupé, ça ne serait certainement pas pour des raisons liées au sujet du livre. Mais oui, il faut juste peut-être préciser qu'on a signé le contrat effectivement en février. On était déjà en pourparlers depuis, je sais plus, depuis 4 ou 5 mois. 4 ou 5 mois où voilà, Noël nous disait, là il y a encore une personne dans la maison d'édition qui a aimé, etc. Donc, ça a fait un peu traîner le suspense aussi de ce côté-là. Mais, Alors, ouais, c'est ça. Alors, pareil, secret d'édition, en fait, c'est vrai que moi, j'avais très envie que le livre soit lu par plein de monde dans l'équipe, parce qu'on était en train de faire un truc qui était un peu culotté, c'est-à-dire de vous installer dans la rentrée littéraire. Moi, j'y croyais à mort, j'avais envie qu'on y aille fort. Et donc, il fallait vraiment... J'avais envie qu'il y ait
avec Delphine, on avait vraiment envie que toute l'équipe soit fort partant derrière, séduite pour mettre tous les moyens. Benoît, qui est très discret, parle du livre et ne parle pas du travail qu'il a fait. Angélique, qui est notre relation libraire, a été aussi une des premières à monter au créneau. Je pense que c'est Angélique qui a fait lire pendant le confinement à des libraires le livre. Et je peux vous dire que faire lire, enfin les libraires sont formidables, hein, mais faire lire, que ce soit aux journalistes, aux libraires ou aux autres acteurs de notre monde, c'est pas simple. Surtout en numérique, quoi. Et a fortiori, voilà. Sachant que c'était dans des conditions un peu spéciales, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire d'épreuves brochées parce que je rappelle que les imprimeurs étaient fermés, qu'il n'y avait pas de poste ou quasiment. Donc, il y a tout ce travail d'équipe et effectivement, il fallait que tout le monde soit hyper convaincu et je pense que voilà, dans l'équipe, personne n'a dit « Ah ben non, j'aime pas trop en fait ». Personne. Et pareil pour la couverture d'ailleurs. On a été tous convaincus tout de suite. Couverture Non, la couverture, je disais, on a été tous convaincus tout de suite. Et je rebondis sur ce que tu dis, Noël, mais sur le fait polar, en effet, il y a une enquête en filigrane, etc. Mais de notre côté, on a choisi de le travailler en littérature française. Pas de le ranger en rayon polar, c'était quand même important aussi de le souligner, parce qu'on ne voulait pas ramener que le roman qu'à ça, parce que, comme on le répète depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas que ça. Et le cœur de l'histoire, c'est quand même ces deux personnages, la rencontre entre les deux, est-ce que chacun peut s'apporter. Donc, voilà, c'est beaucoup plus que ça. Du coup, je trouvais on l'a tous trouvé que le terme polar pouvait être un peu, c'est bien pour ça qu'on l'a mis en avant et que c'était un peu réducteur, en effet. Et apporte aussi des a priori. Donc, voilà. Et nous, on était très contents que, effectivement, le Cherche Midi le mette en littérature générale, parce que, même pour nous, c'était un prétexte pour les réunir. L'enquête ne servait de prétexte, et pour nous, c'est pas qu'un polar. Oui, c'est plus vaste que ça. Il y a une enquête, effectivement, mais on veut pas. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, je crois, qui sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui ont dit ne vous fiez pas à son allure de faux polar. Effectivement, ça touche un sujet beaucoup plus vaste que cette enquête policière. Et c'est ce qu'on voulait. Et peu importe la qualification. Aux amateurs de polar et à ceux qui n'aiment pas les polars aussi. Donc, voilà. Peu importe d'ailleurs la qualification qu'on y trouve, demeure le texte, et le texte est bon. Donc, dans tous les cas, même s'il avait été, je pense, en polar, vous auriez eu exactement, je pense, le même succès. Oui, alors sauf que c'est un peu un problème en librairie ou en librairie virtuelle, c'est que nous, éditeurs, c'est un problème qu'on connaît très très bien. Quand le livre est rangé au fond à gauche en polar et que moi, si j'ai pas envie de lire des polars, j'irai jamais au fond à gauche, eh ben, je tomberai jamais sur ce livre. Ou si c'est en littérature, je sais pas, enfin si c'est en littérature de genre et qu'il est rangé dans la librairie en littérature de genre, c'est un problème. Et c'est pareil sur les sites marchands, c'est-à-dire qu'il y a un référencement qui parfois est très très handicapant pour nous. C'est pour ça qu'on est un peu relou sur le sujet. En disant ceux qui aiment le polar, ils vont aimer. Mais ceux qui n'aiment pas le polar, s'il vous plaît, allez-y, parce que justement… Oui, je pense que pour le coup, ça peut plaire aux amateurs de polar et aux gens qui n'ont pas… Nous-mêmes, on n'est pas du tout des lecteurs de polar particulièrement. C'est pas bon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un livre de vampire. Voilà. Et encore, il y a un petit côté fantastique. Ah non, pas du tout, dis pas ça. Non, mais bon… Voilà. Tu parles d'un personnage. Alors, oui, je parle d'un personnage. Oui, je parle du personnage de Gloria. Naturel, quoi. Donc voilà, donc tout ça, on touchait un petit peu à tout et donc on ne savait pas si on avait bien fait de… On n'a pas mentionné tout à l'heure l'auteur de la couverture, c'est Michael Cugna, c'est ça?
Alors, Non, non, Michael est le graphiste. La couverture c'est une conception originale des auteurs ici présents qui ont briefé. Je vous laisse finir. Voilà, qui ont briefé. Donc, vous l'avez fait à 3, j'imagine. Pardon? Vous l'avez fait à 3? Ouais, on l'a fait à 3 avec en fait mon frère, qui est un artiste peintre et qui travaille, qui fait des montages, du travail numérique, c'est de la peinture et du travail numérique. Et donc, voilà, on lui avait demandé à lui de mettre sur le papier, sur l'image, ce qu'on avait dans la tête. Très bien. Béa? Oui, je voulais revenir juste un instant parce que à plusieurs reprises, vous avez évoqué la période où vous ne trouviez pas d'éditeur. Et du coup, je suis un tout petit peu curieuse. Alors, je ne veux pas de nom ou quoi que ce soit, hein, mais parce que vous en avez profité pour faire la couverture, etc. Enfin, j'ai l'impression que ce temps entre la fin de l'écriture et la rencontre avec le Cherche Midi a été peut-être un peu longue. Comment ça s'est passé? Comment les avez-vous démarchés? Qui avez-vous démarché? Enfin, sans forcément des noms, mais est-ce que les maisons étaient nombreuses? Au contraire, est-ce que vous avez vraiment ciblé des noms que vous aviez en tête puisque Non, je pense qu'on a dû envoyer à peu près toutes les maisons d'édition. D'accord. Donc, pareil, on a fait les choses en grand. On s'est dit, allons-y. Je pense une bonne quarantaine. Ouais. Toutes les plus grosses maisons que vous pouvez imaginer, on leur a écrit. Sans cibler sur le polar, donc. Sans miser sur le polar, non. Les maisons d'édition un peu plus généralistes, pas du tout en ciblant uniquement sur les polars. Je pense que tout le monde a eu le manuscrit entre les mains. Et entre le moment où on s'est mis en quête d'un éditeur et le moment où on a eu un coup de fil de Noël du Cherche Midi, il a dû se passer bien 1 an et demi. Donc 1 an et demi pendant lesquels on se… C'est pour ça qu'on s'est posé autant de questions. On s'est dit, oui, on a dû se tirer une balle dans le pied quelque part. Évidemment, au départ, on hésitait avec une autre histoire qui est le livre qu'on est en train d'écrire là. Forcément, on se disait, on aurait peut-être dû commencer par l'autre. Enfin voilà, on s'est posé des questions. Mais ouais, on a écrit à beaucoup de gens. On a reçu des réponses qui étaient des lettres types, parfois les mêmes d'une maison à l'autre. Une maison d'édition à l'autre, la même lettre. On a reçu des bonjour madame, nous avons lu attentivement votre manuscrit. Donc, des choses comme ça. Donc c'est la seule fois où on s'est permis de répondre. Parce que quand on a vu ce bonjour madame, nous avons lu attentivement votre manuscrit, on n'a pas pu s'empêcher de leur répondre. J'imagine effectivement qu'en sachant que le manuscrit a été écrit par 2 hommes, vous avez dû le lire très attentivement. Parce que là, c'était un petit peu… Ça a été un petit peu la goutte d'eau, mais ça a été 1 an et demi où on se disait que c'était peut-être mort. Et du coup, à chaque fois qu'on recevait une lettre de refus, on le faisait lire à quelqu'un en se disant peut-être qu'il va nous dire oui, c'est normal parce qu'il y a ça qui ne va pas, ça ne va pas, là vous devez retravailler ce passage. Et à chaque fois, les gens nous disaient c'est super, je suis sûr que vous allez trouver un éditeur. Donc, ça nous regonflait un petit peu. Mais… Alors, il faut dire aussi que c'était des lettres types. Il n'y avait rien du tout d'encourageant. Il n'y avait pas « envoyez-nous le prochain » ou « il y a ci et ça qui est bien ». C'était vraiment, ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Le truc qui ne veut rien dire parce que, je ne sais pas ce que c'est la ligne éditoriale. Parce qu'aucune maison n'a de ligne éditoriale, presque. Voilà. Alors, par contre, on a reçu quand même des choses positives. C'était des codes pour les mettre sur une plateforme qui s'appelle LibriNova. Donc, en nous disant, mettez ce code, on suivra vos ventes. Donc, en gros, ça voulait dire, ça ne nous intéresse pas, mais si ça se vend, ça nous intéressera. Et ça, on s'est dit, on voulait, nous, un éditeur qui prenne le risque de faire son métier, quoi, et de tenter le coup, et pas quelqu'un qui suive les ventes, et si ça marche, c'est un peu facile, quoi. Alors, de temps en temps, on se remontait le moral en disant, ils n'ont pas lu. Tout simplement. Ou ils se trompent, ou ils sont ou c'est nous. Mais il y en a des… C'est une bonne idée pour se rassurer. C'est très bien. Mais on savait aussi, on avait entendu une interview de Pierre Lemaître qui disait que sa femme lui disait quand il ne trouvait pas d'éditeur, il se trompe justement. T'inquiète pas, tu vas trouver, ils se trompent tous.
Et voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a aussi aidé, ce genre de phrase-là. Puis de savoir aussi que J.K. Rowling avait mis beaucoup de temps avant de trouver un éditeur, que tout le monde. Oui, qu'Agatha Christie a eu le temps de se marier, de faire un enfant. Quand elle a reçu la réponse d'un éditeur, elle avait carrément oublié qu'elle avait écrit des éditeurs. C'était passé des années. Et voilà. Donc on s'est dit peut-être que dans 2 ans, on recevra une réponse. On vous souhaite les mêmes destins en tout cas. Pardon? On vous souhaite les mêmes destins. Ouais, c'est gentil. Anna? Oui, bonjour à tous. Merci pour la présence. Moi, j'avais une question plus pour les éditeurs, parce que justement, quand on fait un premier roman, je me demandais si les éditeurs s'engageaient du coup à prendre par la suite les auteurs chez qui le premier roman a marché ou pas. Enfin, comment ça se passait? Est-ce que si le premier roman a bien marché et que ça a plu, est-ce que forcément le deuxième serait pris ou non? Enfin, je sais pas. C'est une question juridique. Et c'est-à-dire que dans le contrat, quand on contracte avec un auteur, quand un éditeur contracte avec un auteur, il y a donc un document très très long qui est rédigé et qui comprend la plupart du temps une clause qu'on appelle une clause de préférence engageant l'auteur pour ses ouvrages à venir et parfois pour ses ouvrages passés s'il récupérait les droits. C'est-à-dire un article qui dit les prochains ouvrages, moi je ne m'engage pas, moi éditeur, je ne m'engage pas à les publier, mais en revanche, toi auteur, tu es obligé de nous les présenter avant de les présenter aux autres auteurs. Voilà. Donc, c'est inégal. C'est-à-dire que ça engage beaucoup l'auteur et ça n'engage pas énormément l'éditeur. Mais c'est une clause qui est dans quasiment tous les contrats et que nous n'avons pas souhaité faire signer. Nous avons supprimé cette clause dans le contrat de Christine pour des raisons qui sont très simples, à savoir que moi, et je pense que je parle aussi au nom de Delphine, on préfère qu'un éditeur nous suive parce qu'il est content de nous plutôt que pour des raisons contractuelles. Voilà. D'accord. Je me demandais parce que des fois, je voyais des auteurs qui marchent très très bien et qui font beaucoup d'éditions. Et je me demandais pourquoi. Ouais. Alors, en plus, ce n'est pas une clause. Donc, voilà, j'invite s'il y a des aspirants auteurs parmi vous, je vous invite à en parler, si vous signez un contrat, à en parler avec l'éditeur. Parce qu'autant, il y a des clauses qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas négocier avec un éditeur, autant celle-ci, ça se discute. Et vraiment, il faut le discuter. Il faut le discuter, ouais, je pense. Malheureusement. Moi, je fais la conclusion, mais si les auteurs continuent à publier des romans Cherche Midi, c'est qu'ils se plaisent bien avec nous. Et on les comprend. Mallory? Oui, moi j'avais une question pour savoir si vos livres se passent systématiquement aux États-Unis ou si vous pouviez ou si vous écriviez des livres qui se passent en France, par exemple. Celui qu'on est en train d'écrire se passe encore aux États-Unis. Et c'est vrai que je pense, a priori, on a des idées pour plusieurs romans si on arrive à les écrire. Et c'est vrai qu'ils se passent tous aux États-Unis. Je pense pour le coup, ça vient peut-être de notre travail qui fait qu'on est vraiment, vraiment baigné dans cette culture-là. Mais ça nous fait rêver aussi parce que on vit en Bretagne. J'ai pas envie d'écrire un livre qui se passe en Bretagne parce que je connais la vie ici et j'ai besoin quand j'écris de m'évader. Enfin, mais quand on lit aussi, cela dit, c'est vrai que ça nous. Enfin, bon. Quand on lit, c'est aussi beaucoup des livres qui se passent ou aux États-Unis ou à l'étranger parce qu'on a besoin de s'évader, on a besoin de sortir de notre quotidien et écrire sur des choses de notre quotidien. Ça nous intéresse moins, mais pareil, c'est vraiment quelque chose
envie d'écrire sur son pays, sur sa ville, mais c'est pas notre délire. Par rapport à vos auteurs et vos inspirations, vous parliez tout à l'heure de littérature américaine, mais non contemporaine, plutôt classique. Il ne me semble pas que vous les ayez évoqués. Est-ce que vous avez des auteurs fétiches? Alors, moi, je suis très, très embêté quand on me pose ce genre de questions parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai absolument pas d'auteur préféré, de réalisateur préféré, d'acteur préféré, de chanteur préféré. Il n'y a personne que j'aime particulièrement. Il y a des gens que je vais lire pendant une période et puis je vais lire un ou deux romans et puis après, je vais passer à un autre auteur. Alors, il y a des choses qui m'ont marqué à des âges différents, mais j'ai des auteurs préférés selon peut-être mon âge et mes périodes, différentes périodes que j'ai pu déjà passer dans ma vie. Mais il n'y a pas j'ai pas d'auteur préféré. Je suis désolé. Et Ludovic? Pareil, ouais, ça dépend vraiment des moments, quoi. Il y a eu Hemingway, il y a eu, je sais. Ouais, moi j'ai lu, je pense, rien d'original, quoi. Steinbeck, Mark Twain, Hemingway. Après, j'ai beaucoup aimé la littérature, j'ai dit russe, Dostoïevski, Tolstoï, Gogol. Pour moi, en tout cas, ça correspond à des étapes de ma vie, à des âges différents. Mais il y a des gens qui ont un livre de chevet, qui vont relire 15 fois. Je n'ai jamais relu un livre 15 fois. Amélie Nothomb, j'ai lu 69 fois le Rouge et le Noir. Non, enfin, la vie est trop courte. Après, s'il y a des gens qui veulent lire 69 fois Alabama, ça me va. Hein. Ouais, mais il y a tellement de livres à découvrir et d'auteurs à découvrir que je n'arrive pas à me focaliser sur un seul. Et je reviens sur cette écriture à quatre mains parce qu'il me semble qu'à l'époque contemporaine, vous êtes les seuls à écrire à deux dans une littérature et non en thriller. On sait qu'en thriller, c'est plutôt fréquent ou en tout cas de manière un petit peu cachée avec certains écrivains. Mais là, il me semble que vous êtes les seuls en l'espèce à le faire. Est-ce que vous avez peur, est-ce que vous avez une certaine crainte de rentrer dans ce mode de fonctionnement ou au contraire vous vous laissez porter et vous vous dites si on est les premiers, tant mieux? Alors, je ne sais pas si on est les premiers. Et puis, franchement, alors pas les premiers, mais en tout cas les contemporains. Du tout. On fonctionne comme ça. Ça se passe bien. Donc, parfait. Mais après, il vaut mieux être la locomotive que le wagon. Hein. Si on donne des idées à d'autres qui ont envie de faire ça aussi, tant mieux. Je pense que ça serait même assez agréable de savoir que on a montré à des gens que c'est, en fait, pour moi, c'est plus agréable d'écrire à deux. Je me demande, alors on nous dit souvent, vous faites comment pour écrire à deux? Moi, j'ai envie de répondre aux auteurs qui écrivent tout seul, vous faites comment pour écrire tout seul? Ça me paraît infernal. Quoi. Et puis, par exemple, on a vu que Joël Dicker disait qu'il parlait de son livre à personne pendant qu'il écrit, même pas à sa femme, pendant 2 ans, personne... Il n'y a aucun retour sur ce qu'il écrit. Ça me paraît un truc de fou, quoi. Oui, parce que pour le coup, alors là, ça va vraiment faire entreprise familiale entre mon frère qui fait la couverture, mais on a aussi un premier lecteur qui est le frère de Ludovic. Et dès qu'on a quelques chapitres, on lui envoie un retour immédiat aussi sur ça. Donc, du coup, en fait, voilà, on a très vite, on est 2 à écrire et très vite, on a un 3e retour. Donc, du coup, c'est quasiment 3 cerveaux qui. C'est motivant aussi parce que, voilà, on se dit, tiens, oui, d'avoir un retour immédiat, forcément. Et son frère, par exemple, on se dit, si on est sur une fausse piste, c'est pas la peine d'écrire 100 pages pour se rendre compte qu'on s'est fourvoyé et que c'est pas bon. Donc, autant qu'on ait quelqu'un qui nous dise tout de suite non, ça va pas. Donc, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Mais en
tout cas, voilà, ça nous rassure aussi d'avoir un premier lecteur qui nous conforte dans nos choix d'écriture. À vous écouter, on a tous envie, je pense, d'écrire à quatre mains. Alors, il faut trouver le bon partenaire, mais c'est surprenant que personne d'autre le fasse, parce que vous avez totalement raison sur le retour que vous vous faites mutuellement. À mon sens, il est capital, donc c'est très surprenant. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui suit aussi. Quand on a trouvé un éditeur, c'était beaucoup plus agréable de fêter ça à deux, plutôt que de se mettre tout seul devant sa glace et de se dire « Ouais, un éditeur ». On a donc partagé toutes les difficultés de l'écriture, parce que même si ça se passe bien, c'est quand même compliqué d'écrire un livre. Il faut quand même de l'énergie, et déjà aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Quand il y en a un qui a une petite baisse de morale, il y a toujours l'autre qui est là pour booster. Pour la promo, c'est aussi vachement plus agréable de voyager à deux. Et même là, de faire cette petite rencontre tous les deux, c'est beaucoup plus agréable que d'être tout seul. Toutes les joies et toutes les angoisses sont partagées. Donc, non, franchement, moi, j'incite les gens à écrire. Et il faut juste trouver le bon partenaire. Est-ce qu'on peut peut-être passer à l'extrait que vous avez choisi? On va peut-être commencer par l'un des deux, Ludovic ou Christian, peu importe. Peu importe, oui. Alors, on a choisi quand même, c'est quand même une des raisons qui a fait que ce livre se passe en 1963, c'est quand on va évoquer le discours de Martin Luther King. Alors, je ne sais pas, on lit… Il fait 2 pages, je sais pas. Une page et demie, ça va? 2 pages, ouais, une page et demie, 2 pages, bon. C'est très bien. Alors. C'est 15 pages. Vous avez mangé, c'est bon, parce que ça va être long. Alors, lorsqu'Adela rentra chez elle, Bernice écoutait la radio avec le plus grand intérêt et accessoirement avec Lazarus. On rediffusait le discours de Martin Luther King qui affirmait que l'heure était venue, alors là, ouvrez les guillemets, d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. Fermez les guillemets. Adela rejoignit sa fille et son beau-frère assis autour de la table. 1963 n'est pas une fin, assura le pasteur, c'est un commencement. Lazarus pestait et bougonnait en secouant la tête. Mère et fille refusaient d'y prêter attention. Elles buvaient les paroles de l'orateur qui martelait qu'il avait un rêve de justice et d'égalité pour la Géorgie, le Mississippi et l'Alabama. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur qui n'a que les mots opposition et invalidation des lois fédérales à la bouche, que là même en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. C'est le rêve que je fais aujourd'hui. Bernice montra à sa mère la chair de poule sur ses bras. Elle avait envie d'y croire. Soudain, Lazarus coupa la radio. « Rêvez pas !» Bernice s'apprêtait à la rallumer quand son oncle menaça de la gifler en levant la main. « T'avise pas de la toucher !» le prévint Adela en rallumant la radio. Il alla s'asseoir dans son fauteuil et ils écoutèrent la fin du discours. « Amen !» conclut Adela. Lazarus sortit de ses gonds. « Oui, il rêve, c'est rien de le dire. Il ferait bien de retomber sur terre. »« Les choses bougent, tu sais, » répliqua Bernice. « Sammy Davis Jr. a bien épousé une blanche. Et t'as entendu tout à l'heure, il y avait plein de vedettes à la marche. Harry Belafonte, Sidney Poitier, Lena Horne. Que des noirs, s'agaça Lazarus. Non, rétorqua Adela. Apparemment, il y avait Charlton Heston, Tony Bennett, Shelley Winters. Mahalia Jackson a chanté. Et des chanteurs blancs aussi, ajouta Bernice. Ah oui, s'étonna Adela. John Baez et Bob Dylan. Je connais pas. Les blancs aiment pas les noirs, asséna Lazarus. Et c'est pas des discours et des chansons qui vont changer ça. On sera jamais égaux. Égaux, peut-être pas, mais commença Adela. Et pourquoi pas? Demanda Bernice. Ce pourquoi pas de sa fille résonna en Adela. Elle se dit qu'en effet, les choses avaient davantage bougé ces derniers mois
que ces 100 dernières années. Alors, c'est vrai, fit-elle, et pourquoi pas? Voilà, c'est vrai que le discours de Martin Luther King, ça a vraiment été une des choses qu'on voulait placer dans le roman, parce que ça a été un élément quand même clé de la lutte des droits civiques en 63. Donc, c'était un peu un passage obligé. Alors, le deuxième extrait, c'est quand… Bah, vous allez voir. Donc, c'est Bud qui parle. Le ménage avance beaucoup, constata-t-il. C'est sûr, donc ça c'est Adela qui parle. C'est sûr, je refais la même chose toutes les semaines. On n'a que le bien du mal qu'on se donne. Si vous émettiez un peu du vôtre, je pourrais peut-être commencer à lessiver les plaintes et les murs. Ouais, ça avance pas beaucoup quand même. Et votre enquête, ça avance? Pendant une seconde, peut-être moins, elle avait essayé de tenir sa langue, mais c'était plus fort qu'elle. Bud se surprit à sourire de son aplomb. Ça avance, fit-il pensif. Tant mieux, conclut Adela en retournant à son ménage. Debout contre son bureau, Bud l'observait. Adela sentit son regard sur elle et se retourna. Qu'est-ce que vous regardez? Pris sur le fait, il bafouilla. Je pensais aller interroger les voisins des Rogers. Je me disais que je pourrais peut-être vous emmener. Pourquoi? Peut-être qu'ils m'ouvriraient plus facilement leur porte si vous étiez là. Peut-être qu'ils m'ouvriraient leur porte tout court. Vu que vous êtes noir, crut-il bon d'ajouter. Adela réfléchit. Je ne sais pas trop. Elle n'avait pas envie qu'on la voie traîner avec un blanc. Elle tenait à sa réputation. Je ne sais pas si je saurais quoi dire, poursuivit-elle pour se justifier. Vous direz rien, vous ferez rien. Vous vous contenterez d'être là. Elle ne semblait pas très enthousiaste. Et vous serez payé comme si vous faisiez le ménage. Il n'avait pas plutôt terminé sa phrase qu'elle posa son chiffon, retira son tablier et prit son sac. Voilà, donc c'est là où en fait tous les deux commencent leur aventure ensemble. Mallory, merci à tous les deux pour cette belle lecture. Dans le livre, le contexte politique et de société, il est au centre. Il y a leur amitié, mais il y a l'année, il y a tout le contexte. Et j'ai trouvé, moi, à la lecture, que c'était énormément porté par la galerie de personnages secondaires qui est assez géniale. Ils portent tous quelque chose de différent, que ce soit ses amis à elle, ses enfants, ses patronnes, ses collègues à lui. Comment vous l'avez construite, cette galerie de personnages? Quelle était pour vous leur importance? L'important, c'était d'apporter une petite bouffée d'oxygène dans sa vie qui est compliquée. Alors, entre la ségrégation et les meurtres, c'était quand même, tout cela était bien, bien sombre. Donc, on s'est dit que dans la vie de tous les jours, tout n'est pas toujours sombre. Il y a toujours des petits moments où on rigole, même quand la situation est compliquée. Donc, il fallait créer autour d'elle ce qu'on se crée dans la vie, c'est-à-dire des amis avec lesquels on peut passer de bons moments et souffler. Et on voulait donc, on savait que ces moments à la laverie seraient une petite bouffée d'oxygène à chaque fois. Donc, ça. Après, pour les autres, par exemple pour Edwin et Walt, on savait qu'on voulait vraiment un raciste, plus raciste que Bud. Donc, voilà, on a créé Edwin. Du coup, on voulait quelqu'un d'autre qui soit… on a travaillé comme ça en opposition, quoi. Dès qu'on trouvait un personnage à qui on avait attribué un caractère, une caractéristique, on s'est dit il va falloir trouver le contraire pour contrebalancer tout Donc ça. Edwin dit la première chose qui lui passe par la tête, forcément Walt va être plus posé et plus réfléchi. Enfin voilà, toujours ce genre. Et cela dit, on a fait la même chose aussi pour Bud et Adela. À chaque fois qu'on avait un trait de caractère pour l'un, on savait que l'autre, par exemple Adela va à l'église, Bud ne croit pas en Dieu, Bud picole, donc Adela ne boirait pas une goutte. On les a construits en opposition. Pour qu'ils soient aussi opposés que possible et que leur union soit d'autant plus… Enfin, leur amitié soit d'autant plus belle, quoi. Je réfléchis aux autres personnages, je ne sais pas trop comment on a… Après on s'est un petit peu inspiré de gens qu'on connaissait
pour les amis, hein, pour les copines, je vous rassure, pas pour les gros cons. Mais alors évidemment, on connaît les gens qui ont des petits tics, des petits machins, des petits trucs. Donc on s'est dit, tiens, ça c'est amusant. Voilà, on s'est servi un petit peu partout, à droite, à gauche, et on a construit des personnages en prenant des choses de notre entourage, de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais qu'on a pu croiser. Anna? Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, où vous vouliez parler forcément des États-Unis et des périodes des périodes où il se passait de grandes choses. Est-ce que si vous avez envie d'en parler, bien sûr, est-ce que votre prochain roman va aussi parler d'une période où beaucoup de choses vont changer? Le prochain, il y aura pas cet aspect, effectivement, j'ai envie de dire politique, et encore. Alors là, cela dit, on n'en dit pas plus, puisque on est là dans la période de gestation, même si on a déjà un petit peu écrit quelque chose. Mais c'est vrai qu'on tout peut encore bouger un petit peu. On a tout le plan et voilà, on s'autorise encore à bouger des choses. Et on n'a pas très envie de dire aux gens de quoi ça parle. C'est quelque chose. Pour l'instant, on a besoin que ça reste à nous, quoi, pour avoir envie de l'écrire aussi, parce que si on en parle déjà, c'est presque comme si l'histoire existait et on n'aurait même plus besoin de la raconter à la limite. Je comprends. Tant pis, moi qui voulais. Cela dit, ce qui nous fait très plaisir, c'est que de fait, on a quand même écrit, de la part du frère de Ludovic, qui recevait quelques amis qui, alors eux ne lisaient pas, mais il y a la première personne, le premier lecteur, mon frère, à part lui, qui était dans nos petits secrets, on a écrit dans l'indifférence générale, le premier tout même les gens qui savaient qu'on écrivait ne nous posaient pas forcément des questions dessus, si ça avançait ou des choses comme ça. Donc on écrivait un livre, c'était une lubie, donc bon, ça allait nous passer certainement. Et cela dit, ça nous fait très plaisir parce que le deuxième, les gens commencent à nous poser des questions. Donc du coup, ça nous motive aussi, ça nous met aussi un petit peu la pression parce que on sait que le premier a plu, donc maintenant on n'a pas envie de décevoir les gens qui ont aimé le premier. Donc, mais c'est agréable en tout cas de savoir que les gens ont envie de savoir de quoi on va parler. On a même quelqu'un qui nous a dit que le jour où le deuxième sort, elle pose, d'ailleurs elle est là en My Book Clinic, Myriam, elle dit le jour où le deuxième sort, voilà, je pose un jour de congé et je vais l'acheter et je le lis dans la journée. Donc voilà, ça c'est des choses qui font quand même très plaisir et c'est beaucoup plus agréable. Je pense que ça va être agréable quand même malgré tout d'écrire le deuxième parce que quelque part on a la prétention de croire qu'il y a des gens qui ont envie de le lire alors que le premier on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas s'il allait être édité, on ne savait pas du tout s'il allait être édité. C'est une superbe aventure et vous avez déjà plus de 30 lecteurs prêts à dévorer le second. Merci à tous. Merci. Avant de… Oui, pardon. J'avais une deuxième question. Pardon, vas-y. Est-ce que vous êtes aussi peut-être inspiré de films? Je sais que moi, le résumé qu'on en fait en ce moment me fait beaucoup penser au film Green Book. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand Green Book est sorti, le livre, il était terminé. Il était terminé et on a eu très très peur quand on a vu le pitch. Parce qu'on s'est dit, ça tourne autour de notre idée. Il y avait eu Loving avant aussi, c'était une histoire d'amour entre un blanc et une femme noire. Là, il y avait Green Book, une histoire d'amitié entre un blanc et un noir. On s'est dit, oulala. Et ça serait bien qu'on trouve un éditeur rapidement. Avant qu'il y ait quelqu'un avant qu'il y ait un film qui sorte sur une histoire d'amitié entre un homme blanc et une femme noire. Donc, on avait vraiment très, très peur. Et on pensait que ça nous déservirait, mais finalement, les gens l'ont adoré ce film et du coup, ils partent encore une fois avec un a priori plutôt positif. Oui, donc je ne suis pas la seule. Vous aussi, vous avez fait le rapprochement avec votre livre, alors je ne suis pas la seule. Mais oui, forcément, une histoire d'amitié comme ça entre un blanc et
et un noir, il y a forcément… ouais, là on a eu très très peur. Et du coup, vous avez des éditeurs qui ne vont pas au cinéma. Oui, mais ça, on ne sait pas. On débute, madame. On ne connaît pas tous les éditeurs. Plus personne ne va au cinéma en ce moment, d'ailleurs, malheureusement. Ouais. Avant de passer la parole à Béa, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Donc voilà, préparez-vous. Et je prends voilà, Benoît se recoiffe. Attends, mais quand même, accord maquillage. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Il y a plus de monde aujourd'hui. Alors, Béa, c'est à toi. Oui, on a parlé tout à l'heure de la grande période d'1 an et demi avant de trouver un éditeur. Maintenant, je voudrais parler de la période actuelle, c'est-à-dire que ça fait 1 mois que votre livre est sorti, si je ne me trompe pas. Comment vous le vivez? J'ai l'impression dans vos explications, dans vos commentaires, qu'il n'y a que des retours positifs et j'en suis ravie pour vous. Ma question s'adresse aussi aux membres de la maison d'édition. Comment est-ce que vous ressentez ces premières ventes? Comment ça se passe? Une deuxième question dans la première, est-ce qu'il envisageait déjà des adaptations? On a parlé, bon, bien sûr, très rapidement d'une adaptation film, mais est-ce qu'il est envisagé un livre audio, voilà, ou déjà des traductions en anglais ou autre, voilà. Quel est le futur de ce livre? Je commence à répondre, puis après je laisse Benoît et ou Delphine rebondir. Avant même la sortie du livre, on a une très belle offre poche. Donc le livre va sortir en poche. Le livre est CD en audio également. Le livre est CD en gros caractères. Donc ce qui nous manque, c'est pour l'instant des sessions étrangères. Bon, le contexte sanitaire actuel aide pas trop. La foire de Francfort est annulée, enfin, va se mener virtuellement a priori. Et puis une session audiovisuelle, sachant que les films, enfin les livres dits historiques sont forcément les plus difficiles à adapter et que les sessions audiovisuelles sont assez rares ou alors assez surprenantes. C'est-à-dire que ce que l'on cède le plus, enfin le plus, sachant que c'est quand même très très rare, c'est pas forcément du roman. Voilà. Non, il est extrêmement rare que pour un premier roman, on obtienne autant de cessions de droits qu'aujourd'hui. Pour le reste, sur les mauvaises critiques, je vais laisser Benoît, entre autres, répondre, mais il y en a très peu, parce qu'en fait, on a zigouillé tous ceux qui… Donc, il y en a eu quelques-uns, mais en fait, ils existent. Non, je laisse Benoît attendre. Non, ce qui était chouette avec ce titre, c'est que c'est par rapport aussi à ce que disait Noël tout à l'heure, c'est qu'on a travaillé dessus déjà bien en amont, notamment à faire lire Angélique pour les relations libraires pendant le confinement, ce qui fait que quelque chose s'est installé au fur et à mesure des mois. Et déjà cet été, alors que moi, je m'occupe des réseaux sociaux notamment, j'avais vraiment pas beaucoup communiqué dessus parce que généralement on parle rarement de nos livres avant parution. Et on sentait déjà un intérêt pour la couve, pour le pitch, par rapport aussi à tous ces retours de lecture qu'il y a eu des libraires les semaines précédentes. Et ce qui fait qu'en fait, on a sorti le livre quand même sous les meilleurs auspices parce qu'il était attendu, alors que c'était un premier roman, mais parce que tout ce travail de fourmi en amont a porté ses fruits et les retours de lecture étaient très très bons. On a été aussi élu Talent Cultura, donc aussi ça a été une belle ronde de lancement pour la sortie. Et ce qui fait que là, on est, oui, donc ça fait 1 mois qu'il est paru et on est déjà à la 6e réimpression. Donc, ce qui est du coup une belle aventure. D'ailleurs, en teasing, j'ai un post prévu sur Instagram demain, notamment pour remercier, par rapport à Alabama, remercier les blogueurs, les libraires qui ont soutenu le titre et justement dire qu'on est du coup à la 6e réimpression et c'est vraiment que le début. Voilà. À peine le livre sorti, il a fallu tout de suite le réimprimer. Et depuis, ça continue. Une directrice commerciale lance une réimp assez régulièrement. Donc, c'est que… Et c'est assez…
assez chouette, parce qu'on ne le vit pas non plus tout le temps, d'avoir un vrai bouche à oreille. Et là, en fait, que le succès du livre vienne du bouche à oreille, donc voilà, des recommandations qui sont faites par les libraires, par les lecteurs. Et moi-même, en étant sur Instagram, de voir des achats d'Alabama, mais vraiment émanant d'un retour de lecture. Voilà, j'ai lu tel retour, ça m'a donné envie de l'acheter. Et je le vois pas souvent. Et c'est quand même hyper agréable de voir ça et de voir un bouche à oreille se créer actuellement. Et honnêtement, bon, c'est pas pour prêcher ma paroisse, mais j'ai quasiment, enfin, je n'ai même pas vu de retour négatif. Voilà. Ils sont quand même dans l'ensemble tous positifs. Et voilà, il y a quelque chose d'unique qui se passe avec ce livre. C'est pour ça aussi je tenais, quand on en avait parlé, Anthony, de faire une rencontre autour d'Alabama, parce que quelques mois, ça fait déjà quelques mois que je t'en avais parlé, que quelque chose se passait avec ce livre et ça se vérifie là. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont sursollicités pour des rencontres en librairie. Il va y avoir un embouteillage au niveau des dates. Je pense qu'ils doivent avoir tous les week-ends de prix. Là, on se bat. Moi, je m'occupe des salons aussi. Et avec ma collègue sur les relations libraires, on se bat un peu pour bon, je te laisse ce week-end-là, mais moi, j'ai ça qui est prévu le week-end d'après. Donc, ils ont un agenda bien blindé, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi, déjà, en termes de rencontres en salon et rencontres en librairie aussi, il y a un grand intérêt des libraires de recevoir les auteurs. Et on va passer dans le noir si. Problème d'être dans les bureaux, voilà. On vous avait dit de payer les factures d'électricité. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'être dès le départ soutenu par les libraires. Donc, on a eu beaucoup de bons retours de libraires. Et ça a été une chance incroyable, parce qu'en tant que premier roman sorti à la rentrée littéraire, on s'est retrouvé noyé au milieu de 511 autres romans. Et si là, effectivement, on parle un petit peu du livre et qu'on a l'impression qu'il tire un petit peu son épingle du jeu, on le doit vraiment aux libraires qui ont donné beaucoup de coups de cœur au livre. Et dans un deuxième temps, effectivement, alors au bouche à oreille virtuel, puisque c'est sur Internet qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et Instagram, surtout. Entre Instagram et en fait entre les libraires et les Instagrammeurs, on a vraiment un grand merci à eux, parce que c'est eux qui pour l'instant portent le livre plus que la presse, dans la mesure où on n'a pas beaucoup de presse, puisque on sort de nulle part, on est inconnu, on n'est pas forcément vendeur pour la presse traditionnelle. Donc voilà. Donc pour l'instant, il y a eu le Parisien, il y a eu France Inter, il y a des petites choses quand même. On va pas faire nos. Non. On a eu effectivement derrière nous. On va pas vous faire pleurer. Voilà. Le Parisien et France Inter, c'est des choses de la chronique de Clara Dupont-Moreau, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour nous. Mais il y a peu de journalistes qui ont le courage de se mouiller et de parler d'un premier roman. Donc, merci aux libraires et aux Instagram. Et c'est ce qu'on disait aussi sur le côté atypique de publier ce type de roman dans une rentrée littéraire, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe par le bouche à oreille, les libraires, les lecteurs, les premiers retours qu'on avait, c'était ceux des libraires qui du coup, devaient lire une quantité astronomique de livres pour la rentrée et qui, du coup, trouvaient en Alabama, et ce que nous, on a trouvé aussi, une bouffée d'air frais. Et on savait que ça allait, le fait de publier à cette période-là, ça allait finalement nous permettre de tirer notre épingle du jeu auprès des lecteurs, auprès des libraires. Là, on parle de la presse, parce qu'en effet, peut-être que la presse met le curseur sur une littérature plus classique pour la rentrée littéraire. J'ai vu. Justement, je rebondis par rapport à ça, par rapport à votre politique, à tous au Cherche Midi. Vous êtes quand même très attachés à Instagram et aux blogueurs, et on vous en remercie immensément.
ce qui fera taire certaines mauvaises langues qui diront que Instagram n'est pas prescripteur. Voilà, donc je pense que vous en êtes la meilleure incarnation. Par rapport aux journalistes, par rapport à la presse, comment vivez-vous ce petit bouleversement, à mon sens, entre, voilà, alors, il n'y a pas de concurrence entre blogueurs et journalistes, bien sûr, mais par rapport à la réception des livres, pensez-vous que les blogueurs lisent davantage que les journalistes? Quel est votre rapport par rapport à ça? Benoît, tu veux répondre ou je commence par mon avis? Tu peux commencer. Ouais. Tu peux commencer. Ouais. Non, Benoît va être super sympa, donc il vaut mieux que ce soit moi qui commence. En fait, moi, il y a un moment, si les journalistes se pincent le nez et ne veulent pas lire tout type de livres, y compris des livres avec une jolie couverture, avec une histoire, un début, un milieu, une fin, des livres qui sont sur lesquels voilà, les lecteurs s'enthousiasment et préfèrent parler toujours des mêmes auteurs. J'ai envie de dire, il y a un moment, je m'en fous. Et ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir des libraires qui s'emparent d'un livre, d'avoir du bouche à oreille, et puis aussi la prescription des Instagrammeurs, des influenceurs au sens large, des blogueurs, plutôt que de passer par la voie traditionnelle. Et là, on le voit. Enfin, de toute façon, si c'est pour avoir un article dans un journal qui n'est plus tiré, enfin, qui n'est plus lu que par 5000 lecteurs, le compte est vite fait. Hein. Donc, même de manière un peu cynique, nous, ça ne nous intéresse plus tellement d'avoir de la presse traditionnelle par rapport à d'autres médias qui se sont fait jour depuis quelques années. Voilà, ça c'était mon avis tranché. Je vais laisser Benoît. Non, mais de manière beaucoup plus modérée. Non, moi, je ne m'occupe pas du tout de la presse. Je bosse sur le digital au Cherche-Midi depuis presque 4 ans et sur les salons. Et du coup, depuis le départ, je bosse avec les blogueurs. Donc, ça a toujours été une part importante pour moi. Je suis toujours dans Moi, ce qui me plaît, c'est le rapport humain. Et finalement, dans tous les échanges avec les blogueurs, à chaque livre que je propose ou recommande, c'est plutôt quand même un échange comme ça. C'est toujours en fonction des goûts de la personne, en me disant voilà, je pense que ça pourrait te plaire, etc. Donc, c'est vraiment des relations qui se construisent au fur et à mesure. Du coup, je pense que si ça fonctionne bien aussi, c'est peut-être qu'on a une bonne manière de travailler avec les blogueurs. Je n'exige pas du tout d'avoir de retour de lecture. Chacun fait ça par passion. Et si on chronique un livre 6 mois plus tard, ce sera 6 mois plus tard parce que les lectures viennent aussi en fonction de ses envies du moment. Mais je pense que c'est un bon vecteur aujourd'hui parce que finalement, c'est le lecteur final et aujourd'hui, ça permet de toucher quand même pas mal de gens différents que la presse tradie peut-être ne touche pas aujourd'hui ou plus. Merci pour votre honnêteté. Anna, et après on passera à l'interview fin de phrase pour voir si réellement Ludovic et Christian sont raccords. Il faudra répondre donc. Il faudra répondre donc en même temps, de manière simultanée, pour voir si vous avez les mêmes idées au bon moment. Mais avant, c'est une question d'Anna. Oui, après c'est la dernière, promis. En plus, tu viens juste plus ou moins de la poser, Anthony. Mais moi, je suis libraire et je voulais savoir, parce que nous, quand on reçoit des DSP, on nous dit faut surtout pas en parler avant qu'ils soient sortis. Mais là, en vous entendant, et puis surtout vous, Benoît, vous nous dites que vous aviez déjà, avant que le livre sorte à l'Alabama, vous aviez déjà des bons retours Instagram. Est-ce que vous, ça vous gêne du coup? Parce que nous, on a ces objectifs, même ces impératifs de ne pas en parler sur les réseaux avant la parution. Et vous, comment vous vous positionnez? Est-ce que ça ne vous dérange pas ou est-ce que au contraire, vous préférez? En fait, plutôt les retours de lecture qu'on avait eus, c'était quand même plutôt
one-to-one. Donc, c'était vraiment des retours faits directement à notre relation libraire. On a après diffusé, en effet, auprès des auteurs, etc. Donc, c'est plutôt resté en interne pendant un moment, mais on sentait que quelque chose se passait. Et en fait, il y a certains libraires qui en parlaient sur leur propre réseau. Des libraires qui sont pas mal sur les réseaux sociaux, que ce soit pas mal sur Facebook, qui sont remontés. Finalement, dans les périodes où je crois que ça devait être courant été, dans le cadre de libraires, on sait que les libraires sont en train, pendant cette période, de lire la rentrée littéraire. Donc, généralement, ils font des retours un peu en amont, c'est vrai. Mais parce que c'est aussi une manière de s'influencer les uns les autres. En tout cas, c'est mon impression. Et nous, on l'a vu que finalement, les retours de lecture des libraires sont venus au fur et à mesure de l'été, parce qu'aussi chacun s'influençait. Tiens, moi j'ai lu ça de la rentrée, et en effet, quand le libraire a 80 bouquins à lire pour la rentrée, parce que quelqu'un, un collègue va dire moi j'ai adoré celui-ci, et l'autre ne sait pas par où commencer, il va prendre celui qui a été recommandé par tel ou tel libraire. Donc c'était plutôt, je pense, des recommandations entre finalement dans le même milieu de profession, en fait. D'accord. Mais vous, en tant qu'éditeur, vous êtes quand même strict là-dessus. On n'en parle pas sur les réseaux avant la sortie? Moi, quand je bosse avec les blogueurs, oui. Moi, la veille mais 3 semaines avant, c'est vrai que ça me dérange, parce que aussi c'est pas comme ça que nous on communique non plus. Je parle alors, vraiment très très rarement, mais je parle quasiment jamais de livres sur les réseaux sociaux avant la sortie. Il y a une chose aussi, c'est-à-dire que si vous conseillez un livre, et là, que ce soit un journaliste, un libraire, quelqu'un sur les réseaux sociaux, si vous conseillez un livre 3 semaines avant, la personne qui va avoir envie de lire ne sera pas d'acheter l'ouvrage. Et 3 semaines après, il n'y pensera plus. Donc, c'est important pour nous aider, pour aider les auteurs, de préserver quand même un peu la date de parution, la date d'office, juste pour cette raison. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ok, super, merci. Totalement justifié, et on comprend mal d'ailleurs l'effet inverse. On a toujours du mal à comprendre pourquoi quelqu'un publie une chronique 1 mois ou 2 mois à l'avance. Bref, passons donc à l'interview, et on finira peut-être par juste cela. un petit message strictement personnel, puisque Ludovic a dit un petit coucou à Myriam. Moi, je dis un petit coucou à Marie-Pierre, parce que je sais qu'elle est sortie en catastrophe de sa librairie pour pouvoir assister à la fin de cette rencontre. Donc, c'est vrai. Merci d'être là, Marie-Pierre. Elle a coupé son micro, mais elle a l'air très enjouée. Elle a l'air contente, donc c'est ça. Oui. Non, on ne t'entend pas, Marie-Pierre. Eh oui, non, on ne t'entend pas. Mais on imagine les mots doux que tu as envoyés aux autres. Donc l'interview, très simple. Je commence une phrase et vous essayez de la finir de manière simultanée ensemble, en tout cas en 1 ou 2 mots, et puis en plus derrière, si vous pouvez justifier votre choix. Mais voilà, essayez en tout cas d'être le plus simultané possible pour voir si réellement vous parlez comme si vous écrivez ensemble. Si nous devions choisir entre le métier d'écrivain et de traducteur. Écrivain. Ça commence bien. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'était agréable. Vous nous avez dit qu'on pouvait développer un petit peu après. Bien sûr, bien sûr. C'est très agréable de rentrer dans ce… En fait, on est sur des rails, quand on se fond dans l'univers de quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment où on avait quand même envie de raconter notre histoire à nous. Et souvent, on voit des choses qui ne vont pas, même dans les films qu'on adapte, les séries, on se dit pourquoi il fait ça, celui-là, pourquoi. Évidemment, on ne peut rien changer ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et ça, c'est un petit peu frustrant quand ils font ou disent n'importe quoi. Et voilà, là, on peut écrire ce qu'on veut, c'est quand même très, très agréable. Et je fais un aparté. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire de la traduction littéraire, l'un ou l'autre? Alors, on aimerait bien. Ouais, il y a un bouquin en particulier, un classique qui est très, très mal traduit. Et on aimerait beaucoup leur proposer traduire, une nouvelle traduction. Ouais. Merveilleux.
on vous recevra encore une fois avec grand plaisir pour ce titre-là. Si nous devions On en nous parlera exiler, d'abord au Cherche Midi. droit de préférence, mais non contractuel. Si nous devions nous exiler, nous irions Aux États-Unis. Ouais. Alors, en fait, aux États-Unis, mais pas maintenant. C'est ça. Ça nous fait plus autant rêver que ça a pu nous faire rêver. Voilà. Allez savoir pourquoi. En fait, les États-Unis qu'on aime n'existent plus. Je ne sais même pas s'ils ont déjà existé. Ça n'a peut-être sans doute jamais existé, mais voilà, c'est une espèce d'image qu'on a des États-Unis. Comme le New York de Woody Allen n'a jamais existé. On aime les États-Unis de la littérature et du cinéma. Donc voilà. On s'est posé même la question d'aller vivre là-bas à un moment, tous les deux, mais on ne l'a pas fait ni l'un ni l'autre. Donc, après, moi, j'avais dans l'idée quand même d'y aller pour aller y faire quelque chose, pas juste en touriste ou en... Quand on ira défendre voilà, le livre, il faut qu'on ait quelque chose à y faire. Ouais, c'est ça. On sera chez Hélène DeGeneres. À ce moment-là, on aura les moyens d'aller aux États-Unis pour des raisons professionnelles. Ça sera quand même plus fun. C'est votre premier roman, mais vous avez déjà tous les codes. Justement, les États-Unis d'aujourd'hui, pour nous, c'est Trump un peu. Ouais, c'est la merde. Et ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. Autant, effectivement, à une époque, c'était le pays c'était Michael Jackson quand j'étais ado. C'était aujourd'hui. Là, il n'y a plus rien qui nous fait rêver. Même le cinéma américain n'a plus beaucoup d'intérêt. Nous, ce qui nous plaît, c'est le cinéma des années 70, 80, 90, début 2000, mais plus après, quoi. Et alors, tous les trucs de super-héros, tout ça. Tu fais vieux con. Non, mais c'est vrai, mais je suis désolé. C'est pas notre truc du tout, quoi. C'est pas notre truc. Bon, bref, les histoires qu'on a envie de voir, qu'on pourrait éventuellement, à un moment, on s'est même dit, on aimerait bien écrire des films, mais les films qu'on aura envie d'écrire, c'est des films qui se font plus. Donc, ouais, non, ça nous fait plus du tout rêver. Si nous devions qualifier notre roman en un seul mot. Ouais. Espoir pour moi. Ouais. Alors. C'est pas simultané, ça. Non, parce que j'ai voulu dire un truc pour rigoler, mais je me suis dit, ils vont se dire la testasse. J'ai failli dire universel. Mais oui, effectivement, espoir, changer les choses dans la société, quoi. Ça fait un peu plus d'un mot. Mais j'ai toujours été nul en maths. Notre prochain roman sera Un secret, pour l'instant. Très bien. Le jour où nous aurons le prix Goncourt. Franchement. Vous avez cité Pierre Lemaître tout à l'heure. Pardon ? Vous aviez cité Pierre Lemaître tout à l'heure. Oui. Mais alors, j'ai peut-être pas compris la question. Le jour où nous aurions le Goncourt. Le jour où nous aurons le Goncourt. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ah ouais, non, comme on ne pense pas l'avoir un jour, tu vois, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment finir la phrase. Non, c'est les poules auront des dents, si tu veux. C'est tellement pas dans notre objectif. Moi, j'ai toujours détesté les prix. J'ai toujours détesté cet esprit de compétition. J'ai toujours arrêté de faire du sport parce que quand j'ai fait différents sports et à chaque fois on me disait oui, alors maintenant il faut, alors en judo, il faut que tu passes la ceinture machin. Maintenant il faut que j'ai fait du cheval, faut que tu passes tes galops. Non, je fais quelque chose parce que j'aime. La compétition, j'ai pas cet esprit-là. Et en plus, comment juger qu'un livre est meilleur qu'un autre? À la limite, il faudrait donner à différents écrivains le même thème. Et puis, voilà, démerdez-vous avec ça. Et là, on verra qui est le meilleur. Mais c'est comme les Césars. Enfin,
on peut pas récompenser des choses tellement différentes, quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des prix de lecteurs, des prix de libraires, voilà, c'est des prix de blogueurs. Voilà. Ça nous irait bien. Le reste, non, on s'en fout. Et c'est vrai que dans les concours, les concours traditionnels, ils sont plutôt branchés, ils sont pas très branchés histoire, quoi. C'est plutôt des anecdotes un peu développées sur des pages et des pages. Pour nous, il n'y a pas, dans beaucoup de livres manquent d'histoire, en fait. D'histoire au sens de raconter l'histoire. Donc, ce sont des atermoiements, ce sont des... Un peu comme le cinéma français, on va sur plein d'amis. Ouais. Mais par exemple, non, je dis rien. Mais voilà, donc non. Mais par exemple, je le dis quand même. Par exemple, on fait un film qui s'appelle La Moustache. Voilà, c'est quelqu'un qui se rase la moustache. Voilà, on fait un film là-dessus. Sur un concept. Voilà, ça, typiquement, on peut écrire un roman là-dessus. Il va peut-être avoir le Renaudot, le Goncourt, machin. Pour moi, c'est pas une histoire. Ça, quelqu'un qui se réveille, il se rase la moustache, sa femme le voit pas. C'est un postulat de départ. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais beaucoup de romans. C'est un début de blague à la limite ou de je sais pas quoi, mais ça fait pas un livre pour moi. Si l'un de nous décidait d'arrêter d'écrire? Ah bah non. Oui, j'ai pensé que c'était déjà un livre aussi. La Moustache. Ouais, La Moustache. Bah c'est ce qu'on dit. Ça ferait un bon livre. Pas un français. La question, pardon, j'ai pas entendu. Si l'un de nous décidait d'arrêter d'écrire? Ouais, je suis pas sûr que l'autre continuerait. Non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'aurait vraiment aucun intérêt pour toutes les raisons qu'on a développées tout à l'heure. Écrire tout seul, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Si ça marche, fêter ça tout seul, ça ne m'intéresse pas. Et si ça ne marche pas, aller me pendre tout seul, c'est moins drôle. Quelle belle réponse. Et la dernière question, maintenant que nous sommes célèbres. Ah ben, on n'est pas célèbre. On n'est pas célèbre. Pas encore. C'est en cours. Oui, bah écoutez, on en reparle on en parle l'an prochain. Il faut savoir quand même qu'au départ, on voulait signer sous un pseudo. Je ne sais même pas si le Cherche Midi était au courant de ça. Je ne sais pas. Je sais. Au départ, notre grand truc, c'était… D'ailleurs, on l'avait envoyé à des maisons d'édition sous un pseudo. Si vous me l'aviez dit. Un pseudo unique. Vous me l'aviez dit, je vous ai dit que c'était une mauvaise idée. Parce qu'à un moment, il faut à un moment, il faut se présenter devant des lecteurs, comme vous êtes en train de le faire. Mais c'est un pseudo, on ne pourrait pas le faire. Nous a dit une amie. Voilà, et c'est ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, on a même, non seulement on a envoyé notre manuscrit à toutes les maisons d'édition, mais on l'a envoyé 2 fois. Une fois sous un pseudo et une fois sous nos 2 noms. Et quand donc c'est le manuscrit avec nos 2 noms qui a été retenu par le Cherche Midi et tout ce qui est arrivé par la suite, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a bien fait? Parce qu'on se priverait de toutes ces joies qu'on a. Ça aurait été quand même, je pense, assez frustrant si on avait parlé du livre et que personne n'avait su que c'était nous. Je pense qu'à un moment, on aurait fini par dire « On est là, c'est nous !» Parce que c'est quand même très, très agréable de recevoir, pour l'instant, des messages sympathiques de gens sur Facebook ou Instagram et d'échanger avec les gens et d'aller à des rencontres et de faire des signatures et de parler avec des livres. Et pourtant, c'est vrai que c'est handicapant dans le formalisme de l'édition. C'est vrai que c'est plutôt handicapant d'écrire à 2. Ben oui, mais… C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de… Parce qu'on se dit, oulala, oui, mais alors, en promo, c'est plus compliqué, etc. Ça vous coûte plus cher en train. Oui. Non, on n'avait pas pensé à ça. Oui. C'est Benoît qui tient les cordons. Oui. Mais en tout cas, on est même très étonné par la réaction des gens parce qu'effectivement, cette écriture à 4 mains, ça interroge beaucoup les gens. Mais tu sais, je crois que ça intéresse les vrais lecteurs. C'est possible, ouais. Ça gêne les professionnels et ça intéresse les lecteurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une immense leçon.
Et moi, je suis convaincue que bon, tout le monde utilise le terme bouffée d'air frais là, pour représenter dans cette rentrée. Je trouve que c'est une immense leçon et que c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, voilà, c'est pas typique. Possible. C'est possible. Et donc, peut-être que maintenant, on va arrêter. Yes, we can. Voilà, yes, we can. Et puis, bon, par ailleurs, je pense qu'il y a 2-3 mecs qui vont se faire virer de service de manuscrits parce qu'ils ne vous ont pas lu, parce qu'ils ont envoyé des lettres pourries. Tu sais qu'il y a un précédent là-dessus. Hein, un énorme précédent, c'est Joël Dicker. Eh bien, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Par contre, je n'irai pas vivre en Suisse. Non. Et puis, c'est suivant. Sombre. Et est-ce que c'est indiscret? Est-ce que c'est indiscret de vous demander le nom du pseudo que vous aviez utilisé? Est-ce que c'était Niemet pour contracter les deux noms? On jouait le jeu à fond, c'est-à-dire c'était des initiales pour pas qu'on sache si c'était un homme ou une femme, et puis un nom à consonance anglo-saxonne. En fait, l'idée, c'est qu'on ne sache pas, qu'on se demande si c'était un homme, une femme, un blanc, un noir. Et encore moins 2 personnes derrière. Voilà. Et on voulait vraiment ne pas se mettre en avant. C'est-à-dire que la seule chose qui comptait, c'était mettre en avant le livre, le personnage, et ce qui comptait, c'est ce qu'on avait écrit. Et c'est assez surprenant et on adore entendre ça. S'il n'y a plus de questions, on va se quitter évidemment à grand regret parce qu'on aurait pu encore rester des heures avec vous. Merci à tous les 5. Oui, vous êtes bien 5, malgré 3 écrans. Merci à tous les 5 de nous avoir consacré ce temps. C'était un pur bonheur. Sachez, Ludovic et Christian, qu'on vous adore déjà encore plus après avoir lu le livre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on a bien fait. Merci à toi, Anthony. De rien. Merci à tout le monde. Et puis ravi d'avoir vu, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, certaines têtes qu'on ne connaissait pas, on ne connaissait que les pseudos, et voilà, on est très content de les voir. Et de voir les autres dont on ne connaissait pas les pseudos non plus. Un plaisir partagé. Merci à tous et très belle soirée à vous et merci encore. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir tout le Bonne monde. soirée. Merci, bonne soirée à tous. Salut Béa. Alors, on se déconnecte comment pour être sûr de ne pas dire des conneries qui soient entendues? Puis sur qui était? Ouais, en principe, c'est moi qui dois mettre fin à la réunion, mais là, je pense que tout peut arriver, donc je laisse couler. On peut parler. Je suis super bavard, hein, ça peut durer toute la nuit. Moi, c'est bon. Ça va la lumière, Avenue de France? Vous n'allez pas pouvoir sortir, hein? Ils ne vont pas vous laisser sortir, vous ont enfermé. Vous avez pris à boire, à manger? Non, je voulais passer chercher un truc et j'ai oublié. Voilà, on va dévaliser la cantine. Bon, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup encore. À bientôt. Merci encore, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut Benoît. Salut Manon.